Alors, les thèmes, les nœuds de connexion, les relais, les concepts et son rapport au temps, des lignes virtuelles, notre très ancien question dont il faut essayer de reconjuguer toujours de nouveau cette différence ou division, ligne de démarcation entre potentiel et actualiste ou dynamisme et énergie. C'est toujours le même atmosphère abyssale sur laquelle nous surfons autant que nous aspirons soit aux ténèbres, soit à la lumière des lustres, des passages, des impasses. D'abord, je commence d'une fille à aiguille, à la fois je suis dans la continuité et à la fois le bon commencement, c'est n'importe quel point, n'importe quelle entrée. Alors, si quelqu'un qui est fait novice, en essayant de faire un travail de documentation, des citations, il va orner son texte pour entrer ou présenter une problématique, mais il va passer par des textes et des citations, il va, comme on dit, ornementer son texte, non pas par un jeu intertextuel, parce qu'il est encore novice, il ne peut pas, il n'osera pas, mais il peut laisser s'interactiver plusieurs textes pour que quelque chose commence à se raisonner. C'est un bon commencement déjà. Il faut l'encourager, ce novice. Mais quelqu'un plus réfléchi, donc au niveau doctoral, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va commencer à se poser des questions un peu stratégiques en ce qui nous concerne, bien sûr. On ne parle pas de tout à la fois. Parce que mes repères étaient énumérés au commencement. Alors, potentiel. Quelle est la différence et le rapport entre le potentiel, ce que vous appelez potentiel ou dynamisme, et virtuel? Alors, ma réponse un peu réfléchie, c'est d'abord dire que nous faisons, nous, entre guillemets, c'est-à-dire Deleuze et sa compagnie, fait un choix délibéré pour distinguer virtuel du potentiel ou de dynamisme. À mon avis, c'est une sorte de possibilité, domaine, le champ de possibilités non exploitées et qui se cache en retrait sous-pli le domaine du virtuel. Il rassemble beaucoup formellement, effectivement, c'est parce que c'est quelqu'un réfléchi au niveau doctoral qui me posera cette question, j'espère un jour, et j'essaierai de répondre de cette façon, c'est-à-dire que, oui, formellement, les lignes virtuelles qui viennent de Bergson quand même, c'est-à-dire les prolongements. En ce qui concerne dans ses recherches de biologie et organes au sens où épigénèse. Donc il y a une histoire des organes qui dépasse une espèce ou un genre et c'est la fonction qui dirige cette ligne qui va
On ne sait pas s'il va à l'infini, mais ça se bifurque en plusieurs fois. Et ça peut se boucher aussi. Donc il peut y avoir des organes, disons, coupés, mais des fonctions qui utilisent, c'est-à-dire tribe, propulsion, au lieu de fonction, il faut dire propulsion, il y aura des propulsions qui utiliseraient, essayeraient d'utiliser des autres voies, des autres lignées. S'il n'est pas possible, ils vont faire il ne s'agit pas de boucher l'un des méandres de la dialectique. C'est une réponse à Alain Badiou, qui est extrêmement au fait des choses. C'est-à-dire que la dialectique, au sens élargi du terme, au-delà de Hegel, à mon avis tel qu'il est considéré, réformé par Alain Badiou, rendre compte de tout cela. Donc c'est très important et qui est en partie en rapport avec la philosophie de possibilité, de compossibilité et d'incompossibilité de Leibniz, cet nouveau concept développé par Deleuze-Guattari quand même, qu'on appellerait virtuel, et qui a très peu de rapport pour l'instant avec les réalités dites virtuelles dans le monde télétechnologique. Pas forcément, il ne faut pas identifier, mais bien sûr qu'il y a un rapport, mais ce n'est pas identique. Il n'y a pas d'un homme pour appeler la même chose. Et réalité dite virtuelle des télétechnologies, plutôt, si on appelle les choses par leur nom, je réfère à Jean-François Lyotard qui disait plutôt logotechnologie qui nous traverse, peut-être qui nous menace, c'est vrai que ça menace la critique énorme de logique binaire et une ontologie bien sûr binaire qui vient depuis Parménide, être et non-être. C'est ça. Virtuel joue, c'est-à-dire la pensée du virtuel joue sous ce train-là et qui n'est pas enclavé dans une conception aristotélicienne traditionnelle de potentia ou don de la nature, don de Dieu, vous voyez, où les gènes, donc une réduction naturaliste comme une certaine interprétation épocale dans le positivisme scientifique du dernier siècle. Que nous voyons bien sûr une mauvaise interprétation, mais une nécessairement fausse ou nécessairement mésinterprétation d'un certain Aristote dans la science. Hein. Et on n'est pas obligé de connaître la philosophie ou la métaphysique d'Aristote pour être un aristotélicien scientifique d'à côté et complètement, entre guillemets, fidèle à l'esprit, entre guillemets, de l'aristotélisme. Vous voyez, ça, ce genre de parler, moi j'ai appris de Derrida. À mon avis, lui aussi, il a appris de Heidegger. Mais Heidegger, il aura dû appris de Hegel. Marx, peut-être, il aura appris également de Hegel, ainsi de suite. Là, on peut régresser à l'infini. Chacun apprend une manière de parler et garder la forme si vous voulez, pour parler dans un niveau bas, la forme du syllogisme. Je répète ma phrase, toujours quelqu'un aura emprunté cette forme de syllogisme d'une pensée précédente. Voilà, faites ce que vous voulez avec cette sentence. Donc l'empreinte
une possibilité d'un discours inaugural, mais une possibilité à part entière ouverte d'être inaugurale à condition qu'on connaît le terrain sur lequel, le sol sur lequel, le sol épistémologique faussement solide et sur lequel vous avancez. Et bien sûr, c'est une chambre de bataille dont vos ennemis sont plutôt spectrales et qui ne se connaissent pas en tant que tels. C'est ça. Qui ne connaissent même pas le sol qui sera fondé. Voilà. Nous sommes donc non pas face à une ignorance des peuplades des nouveaux venus ou des novices, mais nous sommes dans une tonneau ou dans une caverne en plein air et un horizon qui va jusqu'à presque l'infini, c'est-à-dire à perte de vue, le Pacifique, les océans, la Lune, les planètes Mars, tout y compris. Voilà. C'est-à-dire que l'homme scientifique, l'homme moderne, l'homme qui se connaît en tant que connaissant, et se basant sur la connaissance des autrui. Les mathématiciens toujours font une figure intéressante parce que eux aussi, comme les musiciens, ils ont besoin à quelques, comment on dit, non pas principes, mais voilà, éléments constitutifs qu'on appellerait soit des notes, soit des cadences, soit des mesures, soit des longueurs, des ondulations ou des vibrations, etc. Mathématiques et la musique sont dans une parenté qui était au départ incestueuse et qui sont divisées. Voilà. Bon, division et la différence. On a parlé un peu de cette différence et, à mon avis, mon discours ou ma définition, entre guillemets, du virtuel, c'est-à-dire des prolongements possibles qui ne restent pas enclavés dans une topos naturelle comme chez Aristote. Donc, forcément, on est dans le domaine de praxis. Donc, Aristote a fait la bonne nouvelle et qui n'a pas eu l'occasion de travailler. Pour aller vite, je dirais, deuxième philosophe qui a pris au sérieux non pas n'importe quel militant ou camarade qui se déchirera Isaac Berlin, Rosa Luxembourg ou je ne sais de qui, mais un certain Gramsci quand même dans la prison qui a écrit des choses sur la philosophie de praxis, ben bizarre. Et pourquoi Mao? Pourquoi pas Lénine? J'étais au point d'être arrêté dans la frontière entre Bulgarie ou la Grèce et la Turquie c'est parce que je possédais dans ma valise les cahiers philosophiques de Vladimir Ilyich Lénine. C'est un livre assez volumineux et couvert volontairement pour la raison d'invisibilité que je passe inaperçu en lisant dans le café, pendant les vacances, etc. Mais je retournais de Paris à mon pays, ma ville natale, et j'étais arrêté, c'est-à-dire inquisitionné, interrogé dans la frontière. Au bout d'une nuit,
qui faisaient attendre un maximum une quarantaine de voyageurs dans le même car. Bon, voilà. L'actualité est Fatou, encore Fatou. Ce qui arrive est arrivé, ce qui tombe là-dessus tombe, la division est faite. Et les amitiés, je disais, les amis sont peuvent être, et tant mieux, ils peuvent être dans un anachronisme, donc des différentes origines, des différents passés, des différents vécus. Mais une clésis, une ligne virtuelle qui les a divisés, qu'ils se sont devenus soit camarades, c'est-à-dire voilà, l'ami tout court, mais en turc, il y a une expression consacrée pour dire kader yolcusu, des voyageurs de destin. Voilà, dans la même dans le même chicane, et ils ne sont même pas de ce parcours, ils sont divisés, c'est-à-dire fent en tant que sujet, fendu, le sujet fendu, divisé en chises, et qui se sont retrouvés, donc qui sont devenus amis malgré eux, malgré leur subjectivité, malgré leur égoïté, malgré leur moralité, soit constitués, achevés, soit qu'ils restent dans l'état d'essai au centre de novice, ou bien, deuxième degré, au centre de réflexion qui cherche des variations idétiques en posant des questions plausibles compréhensibles, qui entrent dans la littérature en usant le mot de potentiel, vertu, etc. Voilà. Et le troisième degré, c'est, je ne sais pas, j'ai compté deux degrés. Quand je dis degré, je l'appelais l'autre jour Haplos, mais qui a, à partir d'un horizon d'Haplos, qu'on capte, ce qu'on capture, je disais, des haptiques, c'est-à-dire captare, donc des concepts partiels, c'est-à-dire détermination. Et l'autre, comme Spinoza et Hegel dira, toute détermination est négation. Voilà, on est dans ce chemin. J'ai fait un enregistrement qui s'intitule Omni détermination et négation, mais c'est égaré. Et c'est sur le chemin, non pas de Calvaire, mais de l'hôpital que j'avais, en marchant, j'avais enregistré. Et c'est égaré, mais je vais le trouver, c'est écrit à côté. Conséquemment, non pas pour arriver à une conséquence, mais ça va de soi d'emblée que c'est clarifié que d'abord, quand même, pour exemplifier la chose, il faut montrer la différence de l'être et le néant de Sartre et être le temps de Heidegger. Sartre a trouvé une solution qui était déjà trouvée et qui est fortifiée par l'école de Francfort, qui consiste à une platonisme inhérente à toute l'histoire de la philosophie et qui se concrétise dans la terminologie sartrienne par ce thème récurrent de mauvaise conscience. Mauvaise conscience est la méconnaissance des choses ou de la praxis dans laquelle nous vivons et son possible dépassement, etc. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire être jeté dans une existence, ça concorde avec la philosophie ontologique de Heidegger,
Mais à partir du moment, c'est-à-dire au niveau de la solution, Sartre choisit la solution platonicienne est presque égale à l'école Francfort. Alors, quelle est la différence de Heidegger? Heidegger essaye une veine aristotélicienne de praxis qui ne serait pas uniquement le domaine propre de la nature, mais cette fois-ci, comme dans les enregistrements précédents, je suggérais explicitement que, pas le thème de prolongement virtuel, etc., mais Heidegger utilise une forme d'explication, un schéma d'explication qui est complètement en concordance avec ce que Aristote aura pu comprendre de dynamisme, mais il utilise ce domaine de potentia comme un soubassement ontologique qui n'est pas encore clarifié par l'homme ou Dasein dans sa quotidienneté. Effectivement, même Kant, c'est-à-dire l'appel de la conscience morale, ce chapitre-là dans Sein und Sein, théorisation en tant que telle de Kant, ce qu'il comprend, ce qu'il expose, l'usage qu'on fait, etc., de la loi morale, sera impropre en ce qui concerne ce soubassement ontologique, autrement dit, trop clairement, potentiel de Dasein, qui n'a jamais utilisé, mais tout ce qu'il fait dans l'histoire, c'est à partir de là, à ce moment-là, à partir de cette phase que Heidegger reste fidèle à Hegel. Donc, dans tous les développements, dans toutes les effectuations, dans toutes les Wirklichkeiten, dans tous les praxis, l'homme, l'humanité, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, il fait une figure de ce soubassement ontologique, c'est-à-dire de ce potentiel. Voilà. Heidegger, il joue entre deux chevaux ou à deux chevaux. D'une part, il reste fidèle à un certain platonicisme parce qu'il l'homme quotidien ne serait qu'une figure de ce soubassement, donc copie exacte d'une idéa. Voilà, c'est le platonisme respecté par Heidegger, sans avouer bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre contre-exemple, et bien sûr aristotélisme, mis au point, peut-être renversé au sens faible du terme, non pas comme Nietzsche, Aristote, qui est... moi, je suis complètement dans ce sens-là que j'avançais depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'énergie, primauté d'énergie, c'était un moment de décision que Sartre accepte bien ce moment. Donc, Sartre, en ce sens, et à ce instant même qu'il est paulinien, autrement dit chrétien, qui est existentialiste, de fond en comble, comme les soufis en étaient, qui attendaient une transformation personnelle, engagée, comme Kierkegaard, bien sûr. C'est pas par hasard que Sartre privilégie existentialisme de Kierkegaard. Voilà. J'ai mal dit, mais schématiquement, tout le panorama est dans ces états-là. Mais à partir de là, qui va accuser qui d'être resté platonicien, qui va accuser, y compris Heidegger lui-même, d'un certain dépassement de la métaphysique, qui est
un horizon indépassable qui est par bricolage d'écriture qui contourne dans une site qu'on essaye de faire une autre, tracer un autre plan d'immanence qui aura ses retraits, ses ombres et une pleine clairière au sens de socialité et une clairière plutôt forestière, l'autre clairière qui est une clairière de lettres qui attend à se découvrir, autrement dit, soubassement ontologique, analyse, non pas ontique mais ontologique, c'est ça. Ce sont des jeux de mots comme si Wittgenstein a lu tout ça, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que Wittgenstein lit l'histoire de la philosophie. Non plus Spinoza non plus, ils ne lisent pas. Ils ont des autres affaires, à mon avis, mais pour Spinoza, effectivement, c'est plus compréhensible. Il y a une race, il y a une ethnie, il y a une responsabilité, il y a une Descartes, il y a précepte de judaïsme qu'il faut réformer. Mais pour l'autre, quels sont ces mobiles Wittgenstein? Ah oui, effectivement, c'est un ami proche, Russell, Whitehead, Popper, les autres philosophies analytiques sont tombées dans le piège des jugements philosophiques, des jugements et de scepticisme logique, c'est ça. Et lui, il est coincé, il est philosophe, mais à peine a eu la chance de s'exprimer. Peut-être que dans ses architectures de sa propre manoir, qu'il était plus expressif, explicite. Il fallait visiter, ça existe, je suppose ils ont gardé comme musée, je suppose ils n'ont pas détruit ce mausolée bizarre, temple à Wittgenstein, n'est-ce pas? En Turquie, en fait, il y a des Wittgensteiniens qui avaient commencé à s'exprimer au moment où il y a eu un coup d'État en Turquie. C'était leur façon de faire la philosophie. C'est ça, une véritable issue d'un refoulement, parler, non pas euphémisme, justement, comme le scolastique, effectivement. C'est avec la pression que la philosophie devient comme ça squelettique et logique. Pas formelle, mais c'est ça. C'est une manière de se mettre en réserve, en proche, je disais, en retrait, tout en étant au devant de la scène. C'est ça, stratégie. Et bon, ici, si on retourne, effectivement, il n'écrivait dans la consolation philosophique que pour son défense à l'intérieur d'un empire échoué et face aux autres, à un empereur étranger qui est adopté par les latins, Théodicius, je crois, et qui était au second. Donc il exécutait comme Socrate. C'est-à-dire que tout le monde cache dans ses écrits ses enjeux. Là, on peut retourner à questionner à ce qui est mis en question par Derrida chez Husserl, c'est Bedeutung, c'est-à-dire vouloir dire au-delà de toutes ces indications, c'est-à-dire toutes les citations très abondantes et très riches, effectivement, qui nous donnent totalité d'une ambiance au sens où ardait, d'une atmosphère, d'une culture
qu'on a gardé, mais qui se disparaît, qu'il fallait sauver en citant, c'est monté les essais. Renaissance. Bizarre. Bizarre. Mort et renaissance. Mais combien de fois un mestre magistre, dira-t-on. Alors, quand le monde est dissolu, ou bien l'ancien monde dissolu, le nouveau monde, c'est-à-dire le même, qui restait identique, effectivement, il y a apparemment 3 solutions. L'un, ou bien vous allez vous en souvenir, comme moi, en fait, l'une de 3 phrases commencera « Je me souviens de ceci ou de cela ». Deuxième, ou bien vous allez arrêter de vous en souvenir, ou bien à force de vous en souvenir, à un moment donné, vous en devenir symptômes, résidus, survivants, ou bien, si vous comprenez le sens, hypostase, c'est-à-dire une sorte d'actualisation intemporelle au sens fort, n'est-ce pas? Vous en êtes, sera une sorte d'énergie comme une certaine prolongement ou ce qui prend le relais pendant qu'il est hyposthésie, à la fois donc symptôme, en le cicatrice, en être le cicatrice, en être le symptôme, en être le résidu et en être le hypostase. Donc une certaine concrétisation et en quelque sorte encore en effectivité. Donc vous en prenez le relais. Vous pouvez rester complètement inconséquent et ineffectif, mais ce qui ne réfute pas que vous seriez en une sorte d'effectuation dont il faut regarder les modalités. Troisièmement, vous en oublierez tout simplement, vous n'aurez aucun souvenir. Je dirais, enfin, vous ne pouvez pas savoir si vous en êtes l'issue, la conséquence ou la trace, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire en toute assurance que je ne me souviens pas, je n'ai rien à faire, ou bien je n'ai aucun rapport. Vous pouvez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nier la trace parce que pour une raison très simple que vous ne pouvez pas discerner la trace en question, y compris vous-même qui en sera en quelque sorte une trace. Donc je vois trois points de vue, si vous voulez, et selon les différentes écoles philosophiques sur le monde. Voilà, et dans le cas d'oubli, donc troisième instance, vous pouvez oublier justement l'oubli, donc il n'y aura rien à chercher à s'en souvenir, et vous êtes dans un oubli de l'oubli, donc il n'y a pas d'oubli. Vous ne pouvez pas dire que j'ai oublié, ou bien il y avait quelque chose qui me dérange, mais je ne sais même pas de quoi s'agit-il, mais je pressens qu'il me concerne en fait dans mon identité, dans mon existence. Voilà, vous pouvez seulement délirer en parole ou en rêve, parfois en fantaisie, au sens, disons, psychanalytique du terme, c'est-à-dire que
sans s'apercevoir, bien sûr, ce que vous faites, pourquoi vous désirez ceci ou cela, etc. Vous pouvez être dans la troisième instance, donc complètement de manière inconsciente, en être le prolongement même, à la fois donc symptôme, le résidu, la trace, et en toute effectivité, par cette modalité que je précise maintenant, c'est donc dans une Wiederholung, c'est-à-dire dans une répétition inconsciente, en acte, en scène, en dispositif, en se mettre dans certains états ou être en quête de certains états ou des dispositions, des intrigues, des imbroglios, des nœuds dont vous ne pouvez pas en rendre compte ni en être la porte-parole. Vous êtes vraiment dans l'eau, une goutte d'eau dans une mer ou dans un verre d'eau, dans une nuit de distinction. Par rapport à notre point de vue observatoire, über Erzeugung, c'est nous, comme narrateur, analyseur, analytique, et vous, dans le reste de votre vie, c'est-à-dire dans la totalité de votre vie, vous pouvez être parfaitement conscient de ce que vous faites ou ce que vous voulez momentanément, vers quoi vous aspirez, dans la prochaine étape, ce que vous allez faire ou ce qui vous satisferait, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes en pleine conscience. Donc, troisième étape, ça nous concerne dans le moment de la totalité des personnes adultes, vivants, actants, actifs. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous des gens, en tant qu'adultes, plus ou moins conscients de ce que nous faisons, etc. Nous connaissons nos désirs, nos inclinations, nos choix, plus ou moins quand même. Nous savons décider, prendre des décisions, faire avec les frustrations, parfois insurgés contre l'injustice, au tort qu'on presse à notre personne, c'est-à-dire que nous nous affectons quand nous subissons un tort, une injustice. Est-ce que nous connaissons les lois à la lettre? Non. Voilà, deuxième étape, ce sera peut-être ça. Que reste-t-il de l'ancien monde en dehors des lettres? Je dirais monuments, documents. Nous ne sommes pas obligés de lire et de déchiffrer les documents qui sont restés dans un état de choses tues, sans langage, incompréhensible, à quoi nous concerneraient les documents, les grands récits, les grandes prises de position, ce qu'on appelle plutôt, c'est Nancy qui a eu cette courage de déclarer dans le discours du syncope, et en parlant de la philosophie comme quelque chose qui aura décidé l'orientation de la civilisation jusqu'à maintenant, sans que nous en glorifions pour cela, mais la philosophie à l'intérieur de son histoire change disons, étendue, c'est-à-dire elle se délimite ou elle s'extend parfois comme l'art, elle peut se demander, elle peut
Elle peut s'interroger s'il y a une scène de la philosophie, est-ce qu'il y a une importance encore de la philosophie. On m'avait dit qu'en fait, dans une cour d'anglais, quand j'étais adolescent, une dame m'avait posé, en fait, une étudiante d'un certain âge m'avait posé cette question, qu'est-ce que vous faites? Alors je fais de la philosophie. Ah, je croyais que la philosophie était morte après la naissance des sciences. Voilà, dans cette optique-là que je raconte cette histoire. Alors, comme la philosophie est morte, absorbée par la science, avec quel droit nous pouvons dire que nous devons, l'état dans lequel nous nous trouvons, à une certaine décision philosophique faite dans un moment donné de la chronologie. Par exemple, Kant, parce que dans le livre de Nancy, il s'agissait de Kant, moment de sublime, qui était interprété par le mot syncope. Comment dépasser sur le passé cet état de aphasie, autrement dit, arrêt de force vitale, non pas au niveau de personne cette fois-ci, arrêt de force vitale d'une dialectique historique, à ce moment même ici, dans notre nouveau monde. Et que faire, comment bouger, comment faire une pas, dans quel champ nous jouons. Le plan d'immanence, le champ, autrement dit, dans quelle cabane nous sommes encore enfermés. Effectivement, on faisait allusion à cette délimitation du domaine de l'ontologie ou de la métaphysique par Kant. Voilà. Mais sans savoir ce que voulait dire Kant, comme dans le procès de Eichmann, Eichmann, tout en se référant à l'éthique kantien, il n'en savait absolument rien, et selon l'interprétation, justement, il en savait quelque chose. Hein. Il faut demander à Hannah Arendt. Combien et dans quelle mesure, sans connaître la philosophie à la lettre de Kant, je parle d'Eichmann, il aura été fidèle dans une compréhension appropriée ou inappropriée de son doctrine de devoir, qui se divise en plusieurs morceaux, n'est-ce pas? Il y a des devoirs qu'on ne peut même pas appeler devoirs. C'est la réalité, c'est le monde hypothétique, assertorique, et devoir au sens propre du terme, c'est-à-dire sans autre causalité que la liberté. Et on ne se trouve que dans la politique. Quel rapport avec les acteurs Eichmann en tant qu'une haute fonctionnaire ou un fonctionnaire simple avec acte de liberté, causalité par la liberté. Il faut demander plutôt à Hitler et Goebbels, qui sont dans la tête du projet, s'il s'agissait, si ce concept était approprié à ce qu'ils envisageaient. Oh, d'abord, Philippe Lacoue-Labarthe, dans la fiction de politique, il fait ce rapprochement, mais est-ce qu'il a donné une réponse de cette façon-là? C'est-à-dire, voilà, les romantiques allemands, la doctrine de Gesamtkunstwerk, sans vouloir inconsciemment, s'est réalisé après la Deuxième Guerre mondiale dans la terre qu'on nomme encore l'Allemagne. Une terre en désolation et en ruine, toute l'Europe, y compris Belgique, France, sauf peut-être Suisse, etc. Si on considère comme la fin de l'art et accomplissement même de l'art ou du concept de l'art en tant que Gesamtkunstwerk, ce continent dans son entier est en connexion avec les autres désastres en Hiroshima et Nagasaki, encore plus sublime que tout.
Voilà, voilà. Et qu'en est-il? Maintenant, c'est Adorno aussi, sûrement, avait eu cette syncope en écrivant Minima Moralia, n'est-ce pas, fragment d'une vie mutilée. Même fragmenté, même mutilé, il continue à faire des petites paraphrases, aphorismes, des paragraphes. N'est-ce pas, on continue à bégayer. Comment éviter d'en parler? Qui a droit d'en parler? Derrida disait en fait dans quel sujet, dans quel livre, là je le trouverai peut-être à l'instant même, il disait qu'en fait j'aimerais bien entendre encore plus la voix de la femme sur ces questions-là, on aimerait bien ce qu'ils en pensent, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, la philosophie, les grandes décisions philosophiques sont prises par le philosophe du genre masculin. Et la femme pensant, ça existe, on en est sûr, mais ça, ils ne disaient pas comme ça. Écrivez d'ailleurs, hein, c'est écrit. Enfin, les femmes, quand elles ne disent pas des bêtises empiriques concernant un mélange, une confusion de les affaires domestiques et les affaires de la cité, c'est-à-dire politique, subjectivité, la morale, éducation des enfants, donc l'avenir de l'humanité, elles décident avec leur vision philosophique. Mais comme elle exprime dans l'arène, dans ce grand colloquium, dans ce grand banquet qui est le Nouveau Monde, avec plein de moyens de communication. On va voir. On voit, bien sûr. Et Derrida aussi les a lus, sûrement. Et il cite Madame de Maintenon, qui disait que par rapport à cette tâche auprès du roi, sûrement Louis XV, pardon, Louis XIV, Madame de Maintenon disait que je donne tout mon temps au roi, et le reste, je le lui donne aussi. Voilà une femme qui s'exprime. Voilà. C'est de plaisanterie, mais c'est un joli exercice. Je vous ai exposé une chaîne en 3 parties, dont la troisième dans une modalité qui comprendra, en fait, à mon avis, tous les 3. Voilà. Donc, il faut souligner cela et faire attention. Et citer quand même qui a un livre qui a un rapport avec notre sujet, l'oubli et la mémoire, l'oubli et la mémoire de Paul Ricoeur, quand même, sous des sujets quand même importants. Avec Pierre Nora, ils étaient des penseurs de mémoire, des cérémonies, de l'acte de commémoration et tout. Mais mon propos dans la deuxième séquence serait vous donner, non pas amplement parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai quelques idées. Tout à l'heure, j'ai fait un rapprochement, je ne sais pas lequel de pensée précédait l'un. Il faut commencer par l'image, c'est-à-dire qu'en venant ici, en passant la grande rue longue de Etem Efendi et dans la section Tachmektep, là, je n'ai pas de souvenirs personnels, mais de ma famille, tout ce qui est raconté. Là, il y avait une grande kiosque, notamment dont le propriétaire, ma grand-tante, et la famille se réunissait en été là-bas, dans le jardin grand, etc. Il y avait une dame de famille qui était très malade et elle était soignée par les grandes
spécialistes non pas des docteurs, mais docteurs es-loi encore. Voilà, des gens du genre cheikh. Et la maladie, le nombre de maladies est très rare, c'est un peu démodé à quoi correspondent dans la médecine actuelle, c'est philibite. Voilà, je me souviens de cela. Et ce n'est pas un souvenir personnel, c'est quelque chose que relatait quand j'étais enfant par la famille. Donc, Tashmekdef veut dire l'école en pierre. L'école en pierre. Le mot, effectivement, gravé dans mon mémoire. Et en passant justement dans cette région, disons que j'ai trouvé par terre, comme je suis frappé par nécessité, donc je vois très mal les choses, je n'ai pas une lunette appropriée, mais j'ai vu par terre une minuscule feuillade, et j'ai compris qu'il s'agissait d'une égyptienne, donc une édition de Coran minuscule. Là, je ne suis pas sûr si c'est le Coran dans son entièreté est devenu si minuscule que cela. Dans le égyptien, c'est autre chose peut-être. C'est peut-être une sourate de Yassine uniquement, mais je ne crois pas parce qu'il y a plusieurs chapitres de Soura. J'ai bien feuilleté et photographié en faisant une grande pause. Je l'avais parce que c'était par terre. J'ai mis ma protection, j'ai mis sous le soleil pour le dessécher. J'ai photographié avec tout son éclat. Et voilà. Donc, dans l'ordre des choses, dans la chronologie, donc cet exemple qui dominait la première séquence de mon discours sur 3 parties après l'Ancien Monde. Vous voyez, ça, il ne faut pas louper. Aucun philosophe ne sera obligé de l'expliquer, ces détails que j'appelle, bien sûr, avec Abi Warburg, accessoires de mobilité, c'est-à-dire ceux qui nous font accéder à la vérité. Ce sont des signes, indicateurs, des signes, je crois, des signes, de l'ordre des signes. Et aujourd'hui, j'ai fini mon film très tard, très tôt le matin, qui s'appelle Évangile selon les poètes. Et sans préciser quel évangile, mais c'est plutôt de celui de Enis Patour, mais je traitais l'autre qui était plus talmudique ou soufi, plutôt de Ismet Ezel. Voilà, sous le donc ombre ou le titre de ce grand poète écrivant que j'ai commencé à ma journée, étant trop fatigué à la fin quand même, tombant dans une syncope et ne savoir quoi faire, dire. Et je me suis un peu rétabli et je fais ce discours. Bon, donc deuxième séquence, ici même, que j'ai entamée, serait, selon mon calcul, aura été une exemplification de la chose. Et l'événement, le fait, Fatum, fait historique, comme écrit, je souligne, je dis pas, oui, je dirais aussi la révélation au sens islamique, Coran. Voilà, c'est difficile. Mais pour la première partie, la première séquence, c'est facile. Parce que, comme je me disais tout à l'heure que 3 quarts de mes phrases commencent, je me souviens, mais aujourd'hui, je vous ai tout à l'heure fait l'état d'un souvenir qui n'est pas personnel, qui est relaté. Voilà. Je ne me souviens pas de Tashmekdef. Je ne me souviens pas d'une maladie qu'on appelle philibite. Mais j'en connais le nom. Donc, ce sont des témoignages par le nom, par la parole. Voilà. Et en ce qui concerne Coran, dans cette registre première, je dirais que 3 quarts
je n'ai pas compté, mais c'est énormément. 3/4 des versets de Coran commencent, non pas je me souviens, parce qu'il n'y a pas de jeu, plutôt nous, hein, le Dieu ou transcendance parle, nous, nous nous avions vous rappelé. Les Islak, etc. En arabe, j'ai bien repéré. Il y a des décennies, dans des cahiers, j'ai photographié. J'en regarde, bien sûr, et j'ai publié même. Dans une article qui s'appelle Derrida Evav. Evav veut dire est, c'est-à-dire c'est rituel, littéraire, philologique, qu'on peut repérer, même sans connaître profondément la langue arabe et coranique, et on peut repérer facilement que plusieurs phrases commencent avec une variation de isla, vers isla, etc. C'est-à-dire que d'abord vers, adverbe, conjonctif est. Les phrases, les versets commencent avec est. Donc, c'est un acte souvenir et voilà, j'en fais un petit commentaire dans l'article que nomme Derrida Construction et Bab. Quelque chose comme ça, c'est publié dans le revue Kaïgou. Il y a encore des années. Et j'ai cité abondamment des versets pour exemplifier de Coran. Là, il faut consulter. Eh bien, Coran ne dit pas que je me souviens de ceci ou cela, mais je vous ai déjà rappelé. Je vous ai... N'aura-t-on pas vous déjà rappelé? C'est ça, leitmotiv de chaque phrase, chaque début de phrase. Donc, modalité qui a donné sa tonalité à tout livre, entièrement, qui accepte d'emblée dans sa manière de parler, écrire, de venir comme révélation, quelque chose de secondaire ou troisième degré. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit ici par nous, entre guillemets, Dieu s'indique comme pronom personnel, nous, selon mes lectures. Hein. J'ai lu à la fois la transcription de langue arabe, donc en alphabet latin, à la fois ce qu'on appelle méal, c'est-à-dire la traduction. Et si ceci est de le faire correctement, j'en doute énormément, eh bien, voilà, le nous. Personne n'a analysé l'instance de nous, comme il y avait un comité, une assemblée céleste. Ça, il faut prendre très au sérieux. Moi, il y a une grande discussion quand même, même avec Albert Nahum et avec moi. Donc il disait que ça... Dieu, moi aussi je sais que dans l'Ancien Testament, Dieu aura pris la parole directement 3 fois en ne disant que moi je suis celui qui suis, et donc sans donner aucun contenu ni de commandement, ni de son substance, ni de ses qualités. Donc il a pris la parole pour ne rien dire. Et il y a des autres signes qui n'ont pas de l'ordre de discursivité, c'est-à-dire buisson ardent, dont que je fais la mienne, c'est-à-dire la philosophie, l'école. La philosophie dans l'école buissonnière vient justement des buissons ardents, bien sûr. Si quelqu'un avait déjà deviné cela, je le félicite. C'est-à-dire qu'il y a une grande discussion, débat théologique, interreligieux, si Dieu peut parler, si nous pouvons entendre ce qu'il a dit, il devrait y avoir des médiums, effectivement, Djibril, Djebraïl,
Gabriel, les anges, c'est fait pour ça, pour être médiateur, traducteur des dragomans, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il faut aller comme ça, mais si ma force me surveillera dans ma tâche. Eh bien, la première clarification en ce qui concerne dans l'exemplification dans la chose fait historique de Coran, philologiquement parlant, de l'extérieur et formellement, c'est cette constatation indéniable qu'il faut penser, parce qu'il y a des grands débats en ce qui concerne sujet d'énonciation et manière d'énoncer. Alors, disons, pour conclure, que Coran s'appelle, appelle, donc l'une des traductions de Clésis, paulinien, un appel. Donc, j'ai fait plusieurs analyses jusqu'à appel de la conscience morale. Donc, un certain appel, sans moi, poétique chantant, oui, d'accord, avec les rimes, comme poésie hébraïque intériorisante selon l'expression de Hegel, très touchant, même sans comprendre le contenu, avec les rythmes, avec la fausse rhétorique de la phonétique, sonorité, vocable, intonation, incantation. Voilà. Et qui dit toujours, on a déjà chanté cette chanson, n'est-ce pas, si on se permet cette expression, parce qu'il s'agit d'une incantation, donc d'une chanson, qu'on peut facilement mémoriser. On peut chanter par mémoire, par imitation et par apprentissage, c'est-à-dire apprendre par cœur, comme la poésie auquel Derrida a consacré un petit grand article qui s'appelle « Qu'est-ce que la poésie ?» Là, il disait que la poésie, c'est apprendre par cœur, c'est-à-dire le contenu n'est pas important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre à la lettre. Alors je me demandais si la loi, on peut le comprendre à la lettre. Mais la lettre, ça chante, et à la fois, ça reste complètement muet au sens où je donne quelques exemples de noms de souhaits. Ce sont des choses, appellations, dénominations tardives, je sais. Les souhaits ne viennent pas avec le titre, le sous-titre et l'explication. Donc, Taha. Il s'agit que de lettres en arabe qui n'est pas conjuguée, dont la signification est tout simplement inexistante. Donc une crypte. Il avait attribué de signification, sauf que cette forme, on constatait cette forme-ci. Bon, c'est quelqu'un qui l'a appelé ultérieurement comme Taha. Il y en a quelques-uns encore. Les sourds sans signification complètement lettristes, dont le contenu plein de signification et de sentiments, affection, c'est autre chose. Donc ils ont préféré garder un certain secret parce que dans le sourd, comme un verset, même il y avait ces lettres. Ils n'ont rien inventé. Ils ont choisi poétiquement de nommer un sourd avec une partie d'un verset qui constitue l'inauguration en parole. Taha. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns d'autres. Voilà d'autres constatations en ce qui concerne la forme de rappel. Donc le titre d'un livre qui s'appelle Appel, et dont chaque verset et chaque phrase commence avec rappel, Islam, et avec une adverbe, disons, moi. Et non pas etc.
Donc, exemplification d'une première séquence pour la première partie, c'est suffisant, je suppose. Deuxième partie, c'était quoi? En être hypostase, en être symptôme et hypostase, c'est-à-dire Coran en tant qu'une continuité, prolongement d'un grand mouvement messianique monothéiste qui n'est plus messianique parce qu'il s'agit d'un prophète, non pas fils de Dieu, mais cette fois-ci qui se déclare et qui est soutenu comme le dernier messager, c'est-à-dire que la fin de tout messianisme qui s'affiche, qui se révèle en disant que je suis Daniel, le Messie, et sinon il ne serait pas Messie ou prophète, qui ne se considère pas Messie, Mohamed, mais ce n'est qu'une confirmation encore plus forte d'une tradition de Messie qui est reprise, c'est-à-dire en hypostase. L'un des hypostases quand on compare à l'histoire du judaïsme qui, dans ses interprétations talmudiques, qui va aller jusqu'à dire que même les évangiles ne sont que dans la tradition talmudique, ne sont que des Mishnah, ce sont des, entre guillemets, romans. C'est déjà des choses énormes que j'ai dit, et même je n'arrive pas à faire une totale compréhension, mais j'en cite ce que j'ai lu, pas tout à fait ainsi, mais quand j'ai connu la signification théologique et philologique à l'intérieur de rhétorique et formalisme d'interprétation talmudique, la signification du mot Mishnah comme un genre spécial défini qu'on connaît déjà les modalités d'en écrire, d'en déchiffrer, de crypter le style, qu'on l'appelle facilement Mishnah, et oser d'appeler témoignage, oui, justement, évangile en grec veut dire tout simplement témoignage, shahadat. Donc, dans le christianisme, il n'y a pas une révélation qui tomberait comme verset, mais il y a des écrivains qu'on appelle apôtres, des témoins qui ont témoigné par écrit de ce qui est passé pendant la vie et la fin du Messie Christ, de l'un des Messies, disons, dans cette modalité de parler, qui est scientifique, bien sûr, christique, ce qu'on appelle christique, une édition christique. Il devrait commencer au moins par une prologue même, comme j'ai fait ceci. Donc, en est hypostasien, sans savoir, sans répéter le même geste, et selon les codes et l'incantation rythmique et dans une, disons, comment dirais-je, dar alanda paslaşmalar, selon règles du jeu, plus ou moins. Voilà, règles du jeu peut être instituée ou déchiffrée par le docteur Eslois, spécialiste de Talmud, mais quand il s'agit de jouer comme un footballeur, un soccer, effectivement, on peut à la fois prendre en considération les règles du jeu pour écrire un ouvrage ainsi dans la tradition messianique et en être autrement convaincant, c'est-à-dire effacer toute trace et la référence tout en gardant cette veïs-là. C'est-à-dire que nous avions déjà rappelé. Et citer sans crainte, sans aucune réserve,
les prophètes déjà venus, en nombre 13 ou 14 retenus dans le Coran, tous des prophètes, bien sûr, de la tradition, comme on appelle les mosaïques, disons monothéistes. C'est tellement vague, monothéisme. On ne peut pas appeler mosaïque. Parce que Moïse en fait partie de l'ensemble. Un simple logicien peut comprendre ce que je dis en fait. Si Moïse faisait partie d'un ensemble, on ne peut pas appeler l'ensemble Moïse. Et on ne peut pas appeler tradition mosaïque. Voilà, c'est difficile cette mise en abîme. Il faut aller, mais comment jusqu'à Gilgamesh, jusqu'à Sumer, jusqu'à Göktengri et l'invention par la force des choses d'un Dieu insensible, non sensible, qui sera transcendantal, mais qui aura toujours moyen inventif de se faire signe de son existence, ne serait-ce que pour graver des lois. Sinon, sans loi, sans la lettre, on n'en parlera pas. Troisième, oubli. Oubli fatal. Aucun homme, y compris moi-même, ne sera exempt. L'oubli fatal est rappel comme l'obligation de l'appel, c'est apodictique. Je suis fatigué, mais c'est presque fini, mon exposé. Alors, on a la tendance à schématiser, formaliser, théoriser les choses en 3 séquences, ce qui est tout à l'heure fait. Et troisième séquence, bien sûr, dialectique ou plus approfondie, qui comprenait les 2 précédentes et elles-mêmes. Eh bien, c'est ainsi qu'il s'est passé. Et on a posé des questions quand même en ce qui concerne les logiciens, comment ils vont traiter un membre d'un ensemble qui en donnerait le nom, etc. J'en passe. Parce que quatrième moment manquait, et quatrième moment, ça devait être encore plus révélatrice, bien sûr scientifique au sens édition critique, et encore une mise en abîme, effectivement, mais scientifique au sens de note en bas de page, éclaircissement, renvoi, similitude, analogie précisée et possible prolongement. C'est ça la scientificité que je comprends dans les lettres du monde actuel. Et ceci, à quoi renvoie, ça renvoie à ce qui est déjà dit, c'est-à-dire une quatrième mur qui nous permettrait de voir ces 3 instances et quatrième, c'est-à-dire le moment, ici même, sujet d'énonciation qui en fait l'état. En ce qui me concerne, qui se constitue comme sujet d'énonciation, parfois en disant je me souviens que, ça renvoie à mon rubrique, je dis rubrique, je croyais que c'était chaîne que j'avais choisi et intitulé ainsi Anamnésis, alors qu'il ne s'agissait que d'une playlist de mes propres productions, pour ne pas dire des œuvres fragmentaires séquentielles. Donc, Anamnésis, je énumérerai comme quatrième mur l'arrière-scène, c'est-à-dire comment je procède et comment je procédais et progressais et sous quel titre, sous quel chapiteau.
d'abord, j'ai nommé anamnésis. Eh bien, il n'y a pas un ordre, mais le plus souvent, je m'expose sous le chapitre de école buissonnière en philosophie, la philosophie en école buissonnière. Tout à l'heure, j'en ai déchiffré le sens véritable buisson ardent, rapport à une certaine révélation, non pas de l'ordre de discursivité, mais de l'ordre d'un événement. Un fatum, ce sont des buissons. Voilà. Donc, ça comprend toute une concours de circonstances et implicité dans lequel nous vivons anamnésis. La philosophie à l'école buissonnière, je rappellerai pour quatrième mur révélateur, fiction autobiographique. Effectivement, Hippocaïmon, oui, mais hypostasié, donc la deuxième partie de notre discours, c'était hypostasié, dans un livre, dans une tradition, dans une manière de s'exposer, modus explicandum, et par quelqu'un, par un héros, pourquoi pas un prophète ou un messie, etc. Une fictionnalité qui serait dans un rapport de référentialité avec les règles du jeu, qu'on appelle soit Mishnah, soit exégèse talmudique, et qui serait de l'ordre d'ouvrir le débat, élargir et en faire le contre-repérage. D'où mon intervention, citation de frugalité talmudique que cette somme de Talmud de Babel et de Jérusalem aura constitué une trésor au sens de garde-mémoire des faits quotidiens, un mode de vie, les litiges judiciaires, etc., d'une telle subjectivité, tant que les hommes dans la vie communautaire se sont vécus et en a trouvé de certaines solutions suivant les règles qu'ils ont déjà reçues ou inventées. Voilà, fiction autobiographique, c'est ça, sous l'égide des lois finalement, sous la lettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je répète, anamnésis, fiction autobiographique, philosophie à l'école buissonnière. Il y a communauté visionnaire, c'est d'emblée, c'est mon domaine de jeu. Communauté des visionnaires, ceux qui ont une communauté alors qu'ils n'ont aucune similitude ou aucune chose commune, même pas une res publica unique. Alors, ceux qui se rassemblent et qui sont appelés à en faire partie ou qui ont des exigences et expérimentations ou expériences ou des exigences pareilles, similitudes. Il y a une sorte de communauté, on recherche une communauté. Je suis je suis seul rédacteur d'un livre de Alphonse Linguis intitulé d'une manière formidable, la communauté de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont rien de commun, c'est ça. Mon entrée dans le réseau social, les médias sociaux, et mes rubriques sont fixes et j'en distingue pas. Alors que ce sont des divers niveaux de, je dirais, hexis, sous l'égide d'une haplos
pour parler aristotélicien, mais je distribue, enfin je suis divisé en deux chaînes, le nom propre officiel, l'autre officieusement en variation idétique, donc qui aura des bas et des hauts. C'est très important. Je parle de catégorie de quantité aussi maintenant, à l'instant même. Et je fais une, je fais une conclusion au sens de récapitulation. C'est très important. Je dévoile des choses en ce qui concerne comment ça marche, comment ça fonctionne, et ne serait-ce que formellement et en passant par les signes, symboles ou rubriques, chapitres, et comment procédons. D'ailleurs, en fait, c'est pas dès le début, peut-être. C'était en 2009 que j'étais plutôt tendance à être inventif, faire mon cinéma expérimental, là où j'étais incapable de coincer, de faire autrement et utiliser ce réseau. Alors, mais ultérieurement, c'est-à-dire avec une restitution de toute une théorie de pratique de cinéma à partir des années seulement 2016-2017, et c'est devenu quelque chose de théorétique complètement. Et, mais quelqu'un encore plus intelligent et encore plus capable d'une Überzeugung, il rappellera autre chose que j'ai donné des signaux, au sens où d'un anagramme qui constitue le titre même de livre de Guy Debord, ce qui concerne se consumer dans la nuit en se tournant autour de soi-même. C'est ça. C'est-à-dire consommation, exténuation dans un éclat et dans une... oui. Oh, les dérisions, les ironies, les relations, mes relations relatées des choses, ce ne sont que dans une grande panorama que je peins. Ce sont des objets à peu près reconnaissables pour faire un tableau comme à la manière de Van Gogh, les corbeaux. Ce ne sont que des corbeaux dans un champ. Avec la tombée de la nuit, je ne vois rien d'autre, des fleurs, des vases, des couleurs et des grandes des pots de peinture couleurs posés à droite, à gauche pour orienter le regard. Ce que je fais, puisque je ne continue pas ma vie en tant que peintre, je suis plutôt logoré. Sûrement, je n'ai pas la même activité physique pour me débrouiller dans le domaine de la peinture, que j'aime bien tracer, peindre les grandes toiles et que je regarde toujours, mais c'est une autre et la même activité qui s'inscrit dans ce que je dis au début de ma phrase d'entrée, ancien monde, nouveau monde. Voilà. C'est-à-dire passage du moment grec-romain au moment de la poésie hébraïque intériorisante, dont Tintin-Marre qui se faisait signe
dans le clocher, par le sol vu de ce que Paul, dans l'église de Bois de Grâce, sur la façade de laquelle je séjournais et je faisais des peintures, mais je crois avant de recommencer la peinture, à grand trait, j'en composais des vers suivant ces incantations, dont le titre, effectivement, de ce recueil de poésie se faisait quotidiennement, le livre du soir, dont j'ai déjà fait le cas. Je suis très content quand même que j'ai complète une raison extrêmement complexe qui mérite de porter le titre database RAN, qui est une certaine anagramme de mon véritable nom, et à la fois, bien sûr, jouer à l'intérieur d'une règle du jeu anagrammatique pendant le processus de création. Qu'est-ce que je peux ajouter? Effectivement, database bien explique, toutes les rubriques, les autres rubriques expliquent. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai omis? Si j'ai omis, ce sera encore plus significatif. Voilà, on peut repérage, contrôle, c'est à la manière de discours de méthode de Descartes qui revenir et faire le même chemin, revenir en arrière et faire le même chemin, vérifier, etc. Alors qu'Aristote disait qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'infini, on ne peut pas régresser jusqu'à l'infini, et André Breton disait si un jour on aura le moyen, et je vous propose des moyens, de faire le même chemin à reculons, nous aurons une chance de comprendre ce qu'il a fait Marcel Duchamp. Et moi, je vous propose à la fois les éléments, les signes, et les citates, et les rubriques. Je ne peux pas être encore plus clair que ça, quand même. En turc, on dit Hodri Meydan. En français, à peu près, allons alors. C'est quelque chose comme ça. Allez-y, monsieur Tam. La théorie, quoique schématique, est bien ornementée dans ses détails et exemplifiée surtout d'hier. Ma théorie à moi, c'est une synthèse à la fois active et passive de tout ce que j'ai déjà exposé. Et on a pris un chemin ensemble. Rajouter ce qui est déjà fait, mais pour remplir une grande panorama théorique. C'est quoi? Alors, pourquoi j'ai exemplifié avec la chose littéraire du point de vue philologique du Coran? Parce que le préalable de la veille nécessitait cette approche plus facile et plus hardie aussi. Mais revisitons les étapes et je me pensais ce matin en venant ici, mais je n'ai pas eu le temps de développer, mais cet après-midi c'est le temps. Alors, quelqu'un qui aura regardé ma théorie avec une critique, il m'objectera en disant que pourquoi il n'y a pas une trace de la critique ou critique de la critique dans votre théorie. Et vous ne parlez pas de l'aliénation, mais vous avez parlé d'une Wiederholung, c'est-à-dire être condamné à répéter indéfiniment et à son insu un trame. C'est la troisième étape qui disait que
Moi, je ne suis pas concerné, je ne me souviens rien, et il ne s'agit même pas d'oubli, et c'était appelé le cas d'oubli de l'oubli, donc intimement lié avec Wiederholung. Alors, si ce n'était pas une critique de critique, qu'est-ce qu'on peut faire comme critique de critique? Mais je comprends la question que je pose à moi-même. Certains peuvent croire que voilà, c'est une théorie inventée pour légitimer le Coran. Ça aussi, c'est pas valable parce que le Coran ne peut pas être légitimé d'une manière philologique. C'est-à-dire, c'est c'est le leitmotiv de début de phrase, c'est pas une légitimation, c'est juste découvrir, mettre en avant sa modalité, comment fonctionne, c'est à partir de quoi le sujet d'énonciation parle et dans quelle modalité. Modalité, c'était appel vers rappel, surtout rappel. Donc, c'est pour ça que la question intimement liée à l'oubli et la mémoire. Alors, si avant 25-35 ans, moi-même, je me pose la question, et avec quoi j'étais préoccupé, et ce genre de théorie, est-ce que je l'avais déjà, ou est-ce que c'est à cette théorie que je m'aspirais et m'acheminais dans mon époque, où j'étais une critique marxiste, et bien sûr en tant qu'apprenti, un peu déjà insurgé à un certain dogmatisme dans les approches marxistes. Donc j'étais déjà au départ, donc la date 1980, justement en 1980 et 82, et j'étais déjà insurgé contre un dogmatisme. Alors, la question, c'était quoi à l'époque et quel rapport avec l'aujourd'hui? Et quel est le chaînon manquant s'il s'agit de critique ou théorie de l'aliénation? Alors, difficile, mais je m'intéressais à une sorte de vision historique qu'on peut appeler matérialisme historique et en préférence enrichi par l'approche dialectique. Mais en fait, c'est-à-dire en concret, avec quoi je me préoccupais de 11e, 12e siècle, de Bektashi, des Hurrofi, des mouvements hétérodoxes à l'intérieur de soi-disant islam en Anatolie. Je me préoccupais avec l'histoire de l'Anatolie et l'historien que j'avais lu, d'une part Ahmet Yaşar Ocak, d'autre part Taner Timur, m'avait ouvert certaines visions. Eh bien, quand il s'agit de ma théorie ou mon espoir d'une révolte, d'une révolution, une transformation avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire l'étant donné, c'est-à-dire le peuple dans son historicité, vivant en Anatolie depuis des siècles, mais qui ont des origines différentes et qui ont choisi très tardivement, dans un moment de leur histoire, l'islam. Et d'une manière habitée dans l'islam, elle s'appelait hétérodoxe, et soit pendant l'époque seljoukide, soit a fortiori pendant l'Ottoman. Il y avait dans chaque siècle, il y avait des insurrections de l'aspiration mystique, qu'on peut qualifier d'aspiration mystique. Je ne suis pas encore, toujours pas spécialiste en le domaine, mais je peux énumérer quelques noms. Djelali,
grande insurrection Djellali. On a fait il y a quelques semaines un film, enfin dans un film je parlais des exécutions interminables dans le port de Sukutari. C'est juste après ces grandes insurrections, certaines têtes étaient amenées à Istanbul, à capitale, et exécutées pendant des semaines, et la mer est devenue toute rouge. J'ai raconté cette histoire. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Trouver ce qui fait provoquer une certaine ère insurrectionnelle dans ce peuple, soit 11e siècle, soit 12e, soit 13e, soit 15e, soit 16e siècle. Il y a des continuités et des bifurcations dans ce qu'on appelle des ordres religieux et des mouvements. À partir du moment donné, effectivement, c'était les Balkans avec Bedrettin. Et puis, en même temps, plus tard, de mouvements qui se passaient avant Luther, qui précédait Luther. Il s'agissait de Thomas Münster. C'était ça mes lectures préférées. Thomas Münster et son rapport avec Bedrettin, le poème que Nazım Hikmet a écrit sur Bedrettin, légende de Cheikh Bedrettin, c'était ça. Mais guide mon cheminement, le domaine, le sol sur lequel j'aime m'avancer. Donc, ce souvenir de quelque chose, donc dans l'histoire, qu'on n'a pas vécu personnellement, et cet oubli, ou bien oubli gardé comme trace, qu'on tourne autour de laquelle et qu'on ne comprend rien, on mécomprend ou mésinterprète, c'est ça le sujet, dès le départ. Et je lisais, j'étudiais la psychanalyse, la psychologie et la philosophie, et mes lectures s'acheminaient, voir ces faits aussi comme des effets, ou l'effet psychique. Autrement dit, comme Freud écrivait dans L'avenir d'une illusion, des faits historiques de cette envergure répétitive, qui ne sont pas des uniques, mais il y a des hauts et des bas, il y a des coupures et des discontinuités, mais ça ne se disparaît pas, ça se modifie. Voilà, maître mot de la phénoménologie. Et la phénoménologie, méthode phénoménologie, c'est comme si fait pour éclairer l'histoire de l'Anatolie. Bien sûr que ce n'est pas seulement Anatolie, mais Mésopotamie, Babyle, Caucase, et tous les pays balkaniques et la Méditerranée dans son entièreté. Deux pas d'ici, de Constantinople, aller à Tunis, en face, c'est seulement deux pas avec une médiation qu'on appelle Barbarousse, Oruç, Reis, etc. Donc, en mer, en désert, en montagne, dans toute géophilosophie, dans cette panorama géophilosophique, il y avait des tas de domaines à creuser, à rechercher, que tous les concepts philosophiques. La philosophie, c'était encore moins, parce qu'on ne savait pas déjà quoi faire avec la substance, si c'est unique, si c'est double, si c'est triple. Mais la psychologie, effectivement, ou la sociologie, anthropologie, ethnologie aussi, parce qu'il s'agit d'une guerre des signes, comme il s'agit dans le concept de survivance qu'on trouve chez Ahmet Yaşar Ocak, dont le titre de son livre d'ailleurs s'appelle « Survivance des signes pré-islamiques pendant l'époque islamique en Anatolie ». Et certains éléments bektachites analysés d'une manière anthropologico, sociologico, ethnologico, sémiotique. Et
mot qui me manquait est très riche, survivance. C'était ça. Et c'est l'origine de cette théorie de survivance était encore marxiste au sens élargi et qui venait directement d'un autre concept marxiste de développement inégal, c'est-à-dire une profonde critique contre la conception de l'histoire de Hegel et via Hegel dans le marxisme qui attendrait des étapes successives d'un développement des modes de production pour arriver au communisme. Non. Il n'y a pas dans la succession de périodes ou de modes, il n'y a pas de coupure si nette. La survivance est donc ce qui s'est oublié, ce qui s'est rappelé, et par une surdétermination qui n'est pas originelle, c'est-à-dire l'actualité faisant de blocs hégémoniques dans le monde symbolique et dans le monde vivant. Donc c'est Gramsci, surdétermination Althusser, survivance, toutes ces stades de miroir, théorie d'appellation d'Althusser qui nous renvoie. Je ne connaissais pas à l'époque Saint Paul, mais l'appel messianique m'était connu, bien sûr, messianisme, y compris messianisme juif qui existe dans l'Empire ottoman sous le nom de quoi attendez, Sabbatai, Séville. Ça, c'était mes lectures sur l'histoire. Je crois que c'est une réponse assez satisfaisante, mais il faut voir les choses de plus près. Donc, mes théories ne sont pas inventées pour légitimer le Coran ni l'islam. C'est bien au contraire. C'est comment l'islam est venu à s'articuler à un mode de vie nomade et qui devient difficilement sédentaire par la force répressive du centre, c'est-à-dire du capital, autrement dit des Ottomans, en faisant une pression sur le nomade, turco-nomade, qui faisait des problèmes parce qu'ils ne connaissaient ni l'islam sunnite, ni une autorité invisible. Et eux, ils avaient une certaine machine de guerre et ils savaient se mobiliser. Voilà, maintenant, même Gideon Zagatari est cité avec une machine de guerre. Vous voyez, dans mon évolution, il y a une logique de continuité que je trouve. Ou bien que je déforme l'histoire, c'est possible, mais l'histoire, c'est justement, c'est pour être déformé, c'est-à-dire pour être réinterprété, ce qu'on faisait. D'ailleurs, quoique la valeur de la vérité ou véracité d'une religion, c'est indépendamment ça, nous préoccupons de l'histoire en tant que c'est déroulé et non pas en tant que si c'était vrai, si c'était original. Non, il n'y a rien d'original, il n'y a que de surdétermination et de réinterprétation qui se contaminent. Et la force révolutionnaire, justement, on essaie de rappeler c'est dans quelle marge la force révolutionnaire peut faire une bloc hégémonique pour que un mouvement marxiste en Turquie trouve son expression propre, appropriée au peuple qui sera capable d'être entendu par le peuple turc, donc son appel soit ciblé et non pas universel. Universel, c'est nous, les chercheurs, qui devraient être universels. Mais l'appel
entre guillemets, la partie ou non-partie, justement, mouvement, quel genre de mouvement, quel genre de rassemblement, quel genre de dispersion, quel genre de alliance de micro-pouvoir et de micro-bataille, s'il le faut, stratégique, tactique, c'est-à-dire qu'à la fois unis, à la fois dans certaines questions, on est indépendant ou bien on fait des alliances justement avec les éléments de notre ennemi. C'est ça, cette complexité, ça qui, qui nous mobilise à penser. Avec le même schéma, aujourd'hui, on peut expliquer la chose à Kepé, c'est-à-dire partie de justice et de quoi, kalkınma, c'est comme Errichtung. Errichtung, et non pas développement, pas du tout. Kalkınma, Errichtung, c'est comme kalkışma. Voilà. C'est une partie typiquement non insurrectionnelle, mais depuis ses débuts, c'est-à-dire là, il était maire d'Istanbul, il était déjà insurrectionnel contre le centre, c'est-à-dire à Ankara, c'est contre Atatürk. Voilà une force révolutionnaire qui sera captée à sa volonté par grand appareil impérial qu'on appelle ottoman, d'où son aspect hétéroclite, à la fois contre un pouvoir central, à la fois il restitue le plus ancien schéma en mettant en parenthèse, en mettant hors circuit l'Assemblée nationale et devenant un tyran unique, décideur, et en englobant le peuple, en court-circuitant, excluant toutes les médiations entre le centre du pouvoir et le peuple en effervescence et en enthousiasme. Voilà l'esprit du fascisme, sans loi, sans autre loi qu'une parole séduisante, qui est celle de chef. Au revoir.